Aujourd'hui, on a quand même des choses assez bien établies sur l'historique, sur le bien-être du cheval, c'est qu'on part des problèmes pour essayer d'avoir une idée de ce qui a causé ces problèmes. Et après, c'est de parler du bien-être, c'est un petit peu nouveau. Finalement, on parlait plutôt du mal-être, des signes de mal-être, donc qu'est-ce qui provoque le mal-être. Et maintenant, on essaye d'un peu anticiper les choses en disant comment est-ce qu'on peut prétendre au bien-être sans passer par la case mal-être et mettre des garde-fous. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans le monde entier, dans toutes les études qui ont pu être menées sur les problèmes de mal-être des chevaux, on se rend compte que donc ces problèmes, c'est quoi? C'est typiquement des stéréotypies, donc tic de l'ours, tic à l'appui, des chevaux qui déambulent, des chevaux qui ont de la lignophagie, donc ceux qui vont manger du bois, éventuellement aussi les problèmes de colique. Dans le monde entier, on se rend compte que les risques augmentent quand il y a les besoins fondamentaux des chevaux qui ne sont pas respectés, à savoir une alimentation en continu, donc à volonté en fait possible, ou en tout cas la disponibilité en fourrage. Donc moins on a de fourrage, plus on a de risque d'avoir des soucis. Quand je dis fourrage, ça peut être foin ou bien herbe, herbe sur pied, parce que le foin étant de l'herbe. On a ça, on a la possibilité de contacts sociaux et la liberté de mouvement. Je dirais que c'est vraiment les trois principes fondamentaux qui ressortent. C'est que s'il y en a un des trois qui est pas satisfait, on risque d'exposer le cheval à des soucis. Donc ça, c'est au niveau des signes de mal-être, des risques. Et aujourd'hui, ce qu'on a aussi, c'est qu'on commence à développer des manières d'observer où on essaye de voir si tout peut concorder. C'est-à-dire que donc il y a une thèse qui a lieu en ce moment sur le bien-être du cheval. Donc c'est Alice Ruet qui est chercheur, en tout cas en devenir sur ce sujet-là. Et elle essaye de confronter les différentes manières d'observer pour voir si tout concorde. Si par exemple un cheval qui tique, est-ce que forcément il n'est pas bien? Parce qu'on a tendance à simplifier un petit peu en se disant ça. On a aussi des chevaux qui ne tiquent pas et qui sont très mal. Donc on essaye de voir un petit peu quels sont les différents signaux, les manières d'observer. Est-ce qu'en passant dans une écurie juste 5 minutes, on est capable de voir déjà des choses? Ou est-ce que c'est pas suffisant? Est-ce qu'il faut faire un budget temps sur 24 heures, voire le répéter et voir la répartition des activités sur 24 heures? Est-ce que l'apathie qui avait été révélée dans une étude où les chevaux restent prostrés face à un mur, est-ce que c'est quelque chose aussi de... Ok, c'est un élément qu'on peut observer, mais est-ce que finalement c'est un élément qui arrive au bout d'un certain temps de mal-être ou est-ce que d'emblée des chevaux vont réagir de cette manière-là et moins réagir à leur environnement? C'est ces questions-là qui émergent aujourd'hui. On peut se demander aussi, est-ce qu'un cheval qui a un tic peut évoluer vers l'apathie à un moment donné ou pas, ou c'est une histoire de temps. Donc toutes ces questions aujourd'hui elles sont à l'étude. Mais ce qui est clair, c'est que voilà, on a quand même déjà des éléments assez simples. Je dirais, moi je parle un peu d'une trilogie, triangle d'or, enfin un peu pour marquer les esprits en disant c'est contacts sociaux, alimentation à base de fibres et déplacement libre. Donc il y a des lois qui existent dans certains pays que nous n'avons pas en France. Après ça c'est une autre question, est-ce qu'il faut imposer les choses pour que les gens suivent des principes pour le bien-être des chevaux? Je ne suis pas certaine que ce soit forcément par les lois que ça doive passer. Mais en tout cas, il y a certains pays où il est interdit de détenir un cheval dans une stalle, en permanence. Après, si c'est juste pour le préparer, voilà. Mais ce serait le mode de détention permanent. La stalle est interdite en Allemagne, au Danemark, en Suisse. En France, non, c'est pas interdit. C'est aussi interdit en Suisse d'avoir un cheval seul. Il faut qu'il y ait d'autres équidés, au moins des ânes. Mais on n'a pas le droit d'avoir un cheval tout seul. On est obligé aussi de les sortir, alors je crois que c'est pas du quotidien, mais au moins toutes les semaines, en liberté. Donc un cheval qui sort pour travailler, que ce soit la longe, monter, atteler, ça ne suffit pas. Il faut qu'il ait aussi des moments de liberté locomotrice. Donc ça, la loi suisse le prévoit. Après, on sait que les Suisses, ils se conforment aussi assez bien aux lois et qu'ils ont aussi un programme de formation pour les détenteurs d'équidés. Quand on a... je ne sais plus, c'est 5 ou 6 chevaux, c'est là la frontière, qu'on détient plus que 5 chevaux, on doit se former. Et donc, se former passe par expliquer pourquoi il y a ces points de loi et pourquoi on impose ça aux gens, quoi.
Donc voilà un petit peu. En France, je pense pas que on passera par la loi. Mais moi, je crois plus à l'éducation des gens. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce travail de vulgarisation scientifique. Je pense que on amène les gens à changer quand ils comprennent les choses et qu'ils les acceptent et qu'ils sont moteurs dans les changements de décision, dans la manière de gérer leurs chevaux. Ça, je pense que c'est super, super important. Après, les lois parfois peuvent aider. Hein, je dis pas que ça sert à rien de légiférer, mais bon, on voit bien que déjà il y a des gros manquements dans des cas de maltraitance, des choses assez énormes, et que c'est pas ça qui fait passer la maltraitance. C'est pas les jugements. On saisit des chevaux, chaque année il y a des chevaux qui sont saisis, mais ça n'arrête pas pour autant la maltraitance. C'est l'ignorance qui amène ça. Enfin, je pense. Donc ça, en effet, c'est bien de revenir sur la question de pourquoi c'est important. Donc on s'est rendu compte que quand ça manquait, ça posait problème. C'est en fait en référence aux études sur les chevaux à l'état naturel. Quand je dis à l'état naturel, c'est des chevaux domestiques retournés à l'état sauvage, en l'occurrence des Mustangs, typiquement. Les Brumbies ont été très peu étudiés sur ce plan-là, mais en tout cas les Mustangs, pas mal. Donc aux États-Unis, on a beaucoup étudié donc les chevaux, la répartition de leurs activités et les comportements sociaux. C'est vraiment les deux sujets dans les années 70. À partir des années 60, l'éthologie équine, c'était ça. Et puis après, à partir des années 90, on a davantage étudié les chevaux domestiques en milieu domestique, donc avec nous, quoi. Donc ce qu'on a constaté, c'est que les chevaux ils passent 60% de leur temps à s'alimenter. Donc s'alimenter, on sait aussi que s'alimenter, c'est sans arrêt avec des petits pas, en se déplaçant. Donc l'alimentation telle qu'elle a été comptabilisée, c'est 60% du temps, donc ça varie de minimum 12 heures, mais c'est plutôt 14 heures jusqu'à 18 heures, on est plus que à 60% du temps. Mais c'est plus juste de dire 60. Voilà, quelqu'un qui dirait un cheval mange 50% du temps, je dis non, c'est pas 50, c'est 60, hein, voire plus. Donc s'alimenter tout en étant mobile, se déplacer activement pour aller d'un point à un autre, par exemple aller à une autre zone de pâturage, aller à un point d'eau, voilà, aller à un abri, des insectes, ou je sais pas, c'est à peu près 2 heures par 24 heures. Donc ça, c'est du déplacement vraiment actif. Donc on ne compte pas dans le déplacement le fait de faire des petits pas tout le temps en mangeant. Mais sinon, on pourrait dire le cheval, il est en mouvement. Allez, si on dit 14 heures plus 2, ça fait 16 heures par jour. Qu'il est mobile 16 heures par jour. Au pas, hein, principalement. Et les contacts sociaux, là-dedans, en fait, ils sont en termes de temps, ce que ça prend, c'est très peu, en termes de la durée des interactions. Par contre, les chevaux vivent en permanence en groupe. Les individus solitaires, il y a des chevaux qui vivent de manière solitaire, plutôt des étalons. Ça peut être des jeunes étalons. Quand je dis jeunes, c'est autour de 5 ans, quand ils commencent à chercher à acquérir des juments, un groupe familial. Ou des vieux étalons qui ont perdu leur groupe familial, qui s'isolent du coup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de vie sociale. C'est des chevaux qui sont libres d'interagir ou pas avec des congénères. Donc très souvent, ils vont interagir avec d'autres étalons, par exemple, ou des groupes familiaux, ou même à distance, mais ils ont ce choix. Donc voilà, ils ont ce choix-là. Et puis après, dans la répartition des activités, il y a aussi 2 heures à peu près consacrées à l'observation de l'environnement. Et qu'est-ce qui me manquerait? Alimentation, déplacement, vigilance. Je crois que j'ai fait... si, le repos quand même. Donc il y a 6 heures par jour consacrées au repos. Donc quand on dit repos, il y a à la fois le repos debout, le sommeil profond, donc couché. Donc ça, voilà, c'est le deuxième grand pôle d'activité, c'est le repos, donc de la non-activité. Donc ça, on sait que ce qu'on appelle le budget temps, c'est vraiment notre base de départ pour comprendre le bien-être de nos chevaux en conditions domestiques, où on sait que forcément le budget temps est impacté par les conditions de vie qu'on va offrir. Donc, ce qu'on a vu, c'est que quand il y a des problèmes, il y a le budget temps qui n'est pas celui qui correspond à l'état naturel. Et que quand ça va bien, les écuries où on a fait des études où on voit qu'il y a peu de problèmes, on se rend compte que le budget temps est proche, voire semblable à ce qui se passe à l'état naturel. Même si c'est des chevaux qui vivent au box, ils peuvent avoir un budget temps, à part pour les interactions sociales, qui prennent, parce que voilà, le cheval n'a pas de liberté de contact sociaux. Le reste est conforme à ce qui se passerait à l'état naturel, quoi. Ou des chevaux au pré.
Des chevaux au pré, ils ont un budget temps qui peut être tout à fait similaire des chevaux à l'état naturel. Et en ça, nos chevaux, ils sont assez particuliers par rapport à nos autres animaux domestiques. C'est que même s'ils sont domestiqués depuis à peu près 6000 ans, ils ont conservé des caractéristiques qu'on peut retrouver à l'état sauvage. Et on sait aussi que nos chevaux domestiques, si on les relâche, il y a de très fortes chances qu'ils survivent. Alors que si on prend un chien ou une vache, il y a peu de chances qu'ils puissent survivre dans la nature sans assistance humaine. Après, évidemment, chez les chevaux, il y aurait de la perte aussi. Mais bon, on sait que ça se passe quand même assez facilement. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, mais en tout cas, voilà, on se base sur le budget temps et puis aussi sur les expériences où on voit que ça va bien. C'est-à-dire que des chevaux qui vivent en groupe au pré, donc avec des congénères, avec des fibres à disposition et donc une liberté de mouvement, en général, il y a moins de problèmes, voire pas, notamment au niveau des stéréotypies. Donc l'anthropomorphisme, c'est vraiment souvent la bête noire qu'on craint en éthologie en disant on a tendance en tant qu'humain à projeter nos émotions, nos sensations sur l'animal, à penser que l'animal peut éprouver les mêmes choses. Alors c'est pas complètement faux, parce que il y a plein de choses qu'on partage avec les animaux, mais il y a aussi pas mal de différences. Mais comme entre humains, il y a des grosses différences entre un bébé qui se constitue, un humain en devenir et puis un adulte. Mais donc l'anthropomorphisme, ce serait ce décalage de considérer par exemple que s'il pleut, mon cheval a besoin de se mettre à l'abri parce que forcément il va pas aimer être mouillé. Pas forcément. Certains chevaux vont apprécier de se mettre à l'abri en cas de pluie, ou certaines fois, mais pas tout le temps. Donc c'est pas forcément parce que nous on est dérangé par la pluie que lui va être dérangé. Mais peut-être qu'il sera très dérangé si on lui pose une selle sur son dos mouillé. Ça, c'est peut-être, voilà, pour l'avoir constaté, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est pas au même niveau. Donc l'anthropomorphisme, c'est la surinterprétation. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, bon, ok, je peux pas être un animal, je peux pas me mettre dans sa tête, mais il y a probablement des choses quand même très proches, très similaires à ce que nous, on peut vivre. Et du coup, c'est peut-être pas complètement délirant non plus de s'imaginer ce que l'animal peut ressentir. Et c'est là où il y a une autre manière d'appréhender les choses, qui serait davantage sous l'angle du point de vue de l'animal, vraiment, et que certains, donc comme Éric Baraté, qui est chercheur, appellent l'anthropomorphisme de questionnement, par opposé à celui d'interprétation. Et du coup, je trouve moi celui-là très intéressant comme cadre théorique, parce que ça dit que on essaye de prendre le point de vue de l'animal en sachant pertinemment qu'on ne sera jamais à sa place, mais comme on n'est jamais non plus complètement un autre humain. On est toujours dans sa propre peau avec sa manière de percevoir les choses. Et tout ce que ça engendre de manière d'envisager les choses. Et du coup, on se dit, ok, bon, je sais que je suis un humain, mais en même temps, je sais aussi, par l'éthologie notamment, que les chevaux perçoivent l'environnement de telle manière, souffrent de telle ou telle chose, peuvent pâtir de tel ou tel élément. Donc comment, si j'étais un cheval, je pourrais envisager les choses, en essayant vraiment de garder un peu cette distance par rapport au sujet, en se disant, moi je me mets dans la peau d'un cheval en sachant que j'en suis pas un. Et du coup, j'ai toujours un petit peu cette réserve en me disant, bon, et si je voyais les choses comme ça, et si je les voyais autrement. Donc c'est ça l'anthropomorphisme de questionnement qui, à mon avis, est intéressant pour essayer d'être au plus proche de ce que vit l'animal et ce qu'il peut apprécier ou au contraire ne pas apprécier, voire de quoi il peut souffrir. Je pense qu'il y a plein de réserves à avoir sur ce qu'on fait et tout ça, on peut réfléchir, mais en mettant de côté les trucs vraiment qui déplaisent à l'animal, même dans le fait de fournir des efforts, je pense que la manière de l'amener, à la fois dans le cadre de vie, la préparation et la sélection des chevaux, parce qu'on parle d'un animal domestique qu'on a sélectionné. On n'envisagerait pas de faire un concours de la puissance des 6 barres avec un trait breton. C'est très caricatural, mais parfois c'est ça que ça veut dire aussi. Peut-être parfois on peut orienter quand même par la sélection le fait que ça se passe bien dans notre relation. Je pense que le cheval, il peut y trouver tout à fait un intérêt. Et c'est là où justement les travaux de Jocelyne Porcher sont intéressants, c'est qu'elle envisage la relation homme-animal aussi sous l'angle de la coopération et du bénéfice que l'animal peut en tirer au-delà juste de la protection, de dire protection contre les prédateurs. Bon, c'est assez schématique et c'est peut-être beaucoup plus riche que ça. Et
Et probablement, c'est se dire aussi que les premiers chevaux qu'on a pu approcher, je parle de ça voilà, il y a plusieurs milliers d'années, qu'on a pu petit à petit en faire des animaux domestiques, c'était des chevaux qui présentaient des prédispositions à chercher à interagir avec l'homme. En tout cas, peut-être pas chercher à interagir, mais qui déjà n'étaient pas complètement hostiles à l'idée d'avoir un homme qui s'approchait. Et que peut-être, ils étaient même intéressés par l'idée d'interagir avec eux. Et peut-être ça peut apporter, on parle en parc animalier par exemple d'enrichissement de l'environnement, et l'humain est peut-être un enrichissement. Et sur des chevaux, on le voit, hein, je pense il y a plein de propriétaires de chevaux qui le constatent, sur des chevaux qui ont un peu de tout, je dirais, à disposition, pour lesquels ça se passe bien, on sait qu'ils sont en bonne santé, ils sont dans un groupe, ils ont de la nourriture à volonté, enfin tout va bien. Et ben s'ils ont été habitués à des contacts avec l'humain, que visiblement ils appréciaient, on se rend compte qu'il y a un humain qui arrive, ou leur humain un peu habituel, ils vont solliciter des interactions et même demander à participer, ou même proposer certains exercices qu'on peut se dire, ben, je pensais que ça lui coûtait vraiment de faire ça, et puis spontanément ils vont proposer des choses. Donc je pense qu'il y a ce rapport-là. Et pour la petite anecdote, donc moi je connais les chevaux de Przewalski de l'association TAC pour laquelle je travaille depuis longtemps, et on a deux juments en particulier. On dit toujours, bah, si on devait choisir des chevaux parmi ceux-là pour entamer un processus de domestication, bah, on commencerait par Églantine. Églantine, c'est notre jument qui, s'il y a des humains, elle veut venir les voir. Alors que nous, on s'astreint, on s'évertue à interrompre, ne pas favoriser ce contact et partir et tout ça. Mais Églantine, on dit, bah, son rêve, c'est d'être un cheval domestique. Et elle a été élevée comme les autres. Elle a été élevée dans 200 hectares, avec un groupe social, avec voilà, une vie sociale naturelle. Et cette jument, et encore une autre, Salvia un petit peu, sont des juments qui vraisemblablement sollicitent l'humain. Alors pour quelle raison, on ne sait pas. Donc on se dit, bah voilà, dans des processus de domestication, il y a dû y avoir ça. Et donc chez nos chevaux, il doit y avoir... Probablement ça existe, ça. Cet intérêt pour l'humain, et faire des trucs avec l'humain, ça peut être sympa. Donc je pense que c'est tout à fait possible pour les chevaux d'éprouver du plaisir à interagir avec un individu d'une autre espèce même, et c'est des perspectives, à mon avis, de recherche future. Alors quand je dis que les chevaux nous parlent, je me souviens qu'il y a une fois dans une formation un monsieur qui n'était pas du tout familier avec l'observation des chevaux, et moi par raccourci, parce que pour moi c'est assez clair que c'est ça, je travaille sur des exercices en clicker training, quelque chose d'assez particulier, mais où ça demande aussi pas mal d'adaptation. C'est pas juste manipuler un outil, c'est s'adapter au cheval et ce qui nous renvoie, pour être au plus juste et répondre et commencer à entamer une sorte de dialogue, une communication. Et je disais, bah, tu vois, là il te dit qu'il comprend pas. Et donc après, quand on faisait le débriefing, il me dit, mais moi je suis assez étonnée que tu dises, qu'ils me disent ceci ou qu'ils me disent cela. Alors c'est un peu un abus de langage, c'est de l'interprétation, mais en même temps ça peut devenir vrai si on commence à montrer au cheval qu'on est attentif à son comportement, on va changer en fonction de ce qu'il fait. Lui, il va commencer à se dire, ah, si je fais ça, mon humain il peut réagir. Donc lui il peut chercher aussi à nous faire réagir. Alors c'est à double sens, hein, c'est-à-dire que ça peut être à notre bénéfice comme à notre détriment. Et il y a des chevaux qui sont très habiles pour exploiter ça, parce qu'on leur présente peut-être de manière malhabile les choses. Et du coup, ça peut être une sorte de dialogue non verbal, mais je pense qu'il y a vraiment ça qui se produit. Il y a des gens qui sont très forts pour déceler ça. Ça se travaille aussi, d'observer. Et puis après, il y a des chevaux qui sont tellement habitués à ce que, quoi qu'il fasse, l'humain, de toute façon, ne fait pas cas de ce qu'ils font eux. Bah, du coup, ils font comme si on n'existait pas. Ou ils font juste le minimum qui fait qu'on les garde encore, quoi. Donc je pense aux chevaux de club, mais c'est pas que les chevaux de club, il y a des chevaux de propriétaires, il y a des chevaux de compétition, enfin, il y a tous les cas de figure possibles de chevaux qui sont pas du tout dans l'échange. Ils font ce qu'on leur demande, ils obéissent, et ça s'arrête là. Par contre, quand on commence à leur montrer qu'il y a une autre possibilité et que si quand ils se grattent par exemple sur le mur, nous une fois qu'ils ont arrêté de se gratter là, parce qu'on peut y mettre la main, on peut les gratter et montrer qu'on peut être utile, on va dire tiens dis donc, si je me regratte là avec les dents, là il fait quoi l'humain?
ah ouais, dis donc, il me gratte, c'est pas mal, je peux peut-être l'utiliser. Et du coup, il commence à voir que on fait des choses pour lui et que on y est attentif. Et donc, je pensais ça. Enfin, il y a des chevaux qui du coup développent cet aspect de communication. Moi, j'ai un cheval où les gens me disent ah, il est intelligent ce cheval. Ton cheval, il est intelligent. C'est pas qu'il est intelligent, il n'est pas plus intelligent que les autres. J'ai développé chez lui sa faculté à réagir à notre comportement parce qu'il sait que nous, on peut y réagir. Donc forcément, quand il essaye d'attirer l'attention d'un humain, il va proposer des choses et dès qu'on va faire un geste, il va réagir. Bon, c'est un cheval aussi peut-être très sensible, il est peut-être plus réactif, ça c'est possible, mais chez plein d'autres chevaux, ça peut être plus subtil. Mais on peut voir, ouais, ils disent des choses, ils disent quand ils sont pas à l'aise, ils disent quand quelque chose leur plaît, mais au départ, ça peut être très fin. Et puis après, je pense à une jument là qui est un peu compliquée pour se laisser approcher, qui a plus de 30 ans, qui a toujours vécu comme ça. Pour l'attraper, c'est forcément, fallait la coincer dans un coin du pré, a vécu toute sa vie comme ça. Ben, moi, je lui ai montré que je pouvais la gratter. Et ça lui plaît beaucoup. Et maintenant, elle me poursuit dans le pré, même elle me bloque. Comme font les poulains pour que leur mère s'arrête pour téter, ils passent devant là, ils coupent la route. Et voilà, c'était ça qu'elle cherchait. Donc oui, les chevaux ils parlent pas notre langue, nous on parle pas leur langue, mais on peut chacun apprendre à communiquer et du coup à trouver un terrain de communication quoi. De toute façon, moi je pars du principe que déjà, faut pas partir de la culpabilité, se dire c'est la catastrophe. Oui, la prise de conscience c'est bien. Maintenant, on fait avec qui on est au moment où ça se produit. On a des connaissances qui évoluent. Donc, faut se dire ok, maintenant je peux changer les choses. Qu'est-ce que je peux éventuellement changer? Et c'est des histoires de compromis. C'est-à-dire qu'on peut pas tout révolutionner. Et même pour le cheval, c'est pas forcément salutaire. Les gros changements, se dire mon cheval de club il a vécu de 3 ans à 18 ans en club, en étant, il y a plein de clubs différents, mais en disant il est dans un box individuel avec peu de fourrage, il n'a pas de contact avec les autres chevaux si ce n'est en reprise ou en les voyant par-dessus son box, et donc il ne sort que pour travailler, il va jamais au paddock, etc. Un cheval comme ça, si on le met au pré, alors typiquement en été, en groupe et tout, ça peut être source de grosses souffrances. C'est-à-dire que il y en a qui se laissent mourir parce que ils savent pas gérer les relations sociales, ils savent pas. Parfois, il y en a qui savent pas brouter. Ça peut paraître aberrant, mais il y en a qui savent pas brouter. Et puis les insectes, c'est horrible. Ils n'avaient pas à gérer les insectes dans les box. Donc voilà, les changements radicaux ne sont pas des solutions. Donc je pense que justement amener des petites choses petit à petit, c'est bien. Enfin, c'est mieux en tout cas pour le cheval. Et donc notamment apporter des fourrages à volonté, du foin à volonté ou emmener son cheval brouter en main. Et ça c'est des petites choses qui peuvent je pense apporter vraiment un mieux-être pour les chevaux. Les gratouiller, souvent ils sont dans des environnements même au pré ou même au paddock, ils n'ont pas de support sur lesquels se gratter à part une mangeoire. Donc en général on peste parce qu'ils cassent les mangeoires, mais en général ils n'arrivent pas à se gratter correctement. Donc au niveau des épaules, la main en forme de griffe, on les gratte et puis on essaye de voir ce qui leur plaît. Ça leur apporte du mieux. Ça ne veut pas dire que ça va révolutionner leur vie, mais déjà c'est mieux. Et puis après, si on peut, c'est les lâcher en liberté, si possible avec des congénères. Alors bien sûr en déferrant les postérieurs si jamais ils sont ferrés des postérieurs, ou ne serait-ce que faire un pansage attaché devant le box d'un autre cheval qui peut sortir la tête, c'est peut-être possibilité d'avoir des contacts sociaux. Et peut-être on peut trouver comme ça, après que ça ait couiné une fois ou deux, voir que peut-être ils font un toilettage mutuel. Et peut-être celui-là ça ira pas, mais on peut essayer un autre et ça couine même pas, tout de suite il commence par se faire des gratouilles. Donc ça peut être des petites choses simples comme ça, puis après du coup on a envie aussi de faire plus et puis peut-être on fera plus par la suite. Et puis peut-être lire aussi le livre Mon cheval est-il heureux à l'écurie, où je reprends justement ces principes-là pour voir ce qu'on peut faire sans avoir un cheval au pré en groupe en permanence, qui serait, je dirais, le rêve de certaines personnes, mais qui n'est pas forcément la panacée non plus pour les chevaux, selon ce qu'il y a au pré. Donc voilà, des petites choses simples, il peut y en avoir, et petit à petit on fera mieux.